Chers amis, bonjour, bonjour et bienvenue sur ABC, ABC Talk TV, la première chaîne du bien-être et du développement personnel, de la spiritualité et de la santé. Car la santé est essentielle. Vous savez, cette phrase qu'on se dit toujours en début d'année, et la santé avant tout, c'est devenu un gimmick, mais je pense que c'est une réalité absolue à prendre en compte. Et vous le savez, depuis quelques semaines maintenant, eh bien, on a l'honneur de recevoir une des sommités de la médecine française, en la présence du professeur Henri Joyeux, qui vient régulièrement nous proposer eh bien, son discours sur la santé. Bonjour professeur. Bonjour, Est-ce Marc. qu'on dit ça comme ça, le discours Oui, sur... oui. Parce que tout le monde peut y avoir accès, Ouais. on peut être d'accord, pas d'accord, et là Ouais. on peut discuter. On peut discuter. Voilà, c'est ça qui est sympa. Alors merci d'être là, merci également pour les émissions précédentes qui ont Avec suscité joie. beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires, et là aussi évidemment vous pouvez interagir, on aura l'occasion de revenir peut-être sur des questions qui sont posées. Alors vous savez qu'on a mis un mail Oui. à disposition, le mail je l'affiche ici, ce mail c'est émissionhenrijoyeux@gmail.com pour que l'on puisse vous poser des questions. Je risque d'être inondé. Il y a de fortes chances et je peux vous dire que la première chose qui m'a étonné, Oui. c'est que le monde entier vous regarde et vous suit. Non, alors ça serait presque pour moi de l'orgueil, mais je dirais, il y a une personne par-ci, par-là, Il y a qui du monde. regarde. Voilà. Il y a du monde. Le Canada, Oui, l'Afrique, bien sûr. Même les Philippines, j'ai vu. même les Philippines. Des gens qui sont au Vietnam, des gens qui sont aux États-Unis. Mais ça veut dire que la France est partout. C'est pas simplement moi. Alors il faut remercier les politiques qui font qu'on va tellement mal en France qu'on fout le camp à l'étranger. quoi. Alors, non mais c'est extraordinaire parce que là, voilà, Henri Joyeux ne peut pas s'empêcher de revenir sur le penchant politique. Ah ben un petit à peu, chaque fois. quoi. Il faut bien rigoler. Les Français, ils adorent ça. Ils adorent ça. Bon, merci d'être là. On va parler d'un sujet important sur sujet de santé sur Alzheimer. Oui. Est-ce qu'on a des chiffres Oui. sur cette maladie? Ben, on a à peu près 1 million de personnes identifiées et qui sont plus ou moins traitées. Le mot de traitement de l'Alzheimer, c'est une aberration parce qu'on n'a aucun traitement. Ouais, c'est Bon. ça. Et d'ailleurs, au moins, Madame Buzyn a fait quelque chose de formidable, c'est qu'elle a arrêté de dépenses inutiles en disant « je rembourse plus les traitements contre l'Alzheimer parce qu'efficacité, c'est zéro Mmh. Bon. Alors, il y a à peu près, d'après ce que les statistiques nous disent en France, 1 million qui ne l'ont pas, l'Alzheimer, ou qui sont en train de l'avoir sans le savoir. Bon. Ça, j'aime pas trop cela, parce que vous stressez les gens. Au fond, vous vous dites, moi, à mon âge, j'ai 77 ans, demain, je risque l'Alzheimer. Il suffit que j'oublie les clés de ma voiture pour savoir où je les ai mises, pour que ma femme se dise, oh là là, mon mari démarre un Alzheimer. Bon, on stresse les gens, et ça, j'ai horreur de ça. Et ce que je trouve bien dans vos émissions sur ABC Talk, c'est qu'on est là pour, je dirais, il ne s'agit pas de tranquilliser, mais dire des vérités qui aident à être en bonne santé. Et ne pas se dire je démarre un Alzheimer quand il n'y a pas du tout d'Alzheimer. Parce que si je vous le mets dans la tête, vous allez finir par le faire. C'est ça le problème. Or, il y a des gens qui ont intérêt à ce qu'il y en ait beaucoup d'Alzheimer, puisque vous avez des recherches monumentales, énormément financées par les États. Quand je dis les États, ce n'est pas simplement la France, mais beaucoup d'autres États, pour savoir quel sera le premier qui trouvera le traitement contre l'Alzheimer, parce qu'il y a un Nobel à la clé, parce qu'il y a du pognon pour les laboratoires avec un traitement, etc. Pour l'instant, on a Walou, hein, c'est-à-dire qu'on Est-ce a qu'on rien. a avancé? On a avancé dans le diagnostic. On a avancé dans la recherche d'une protéine ou de protéines au pluriel amyloïdes, de structures qui abîment le neurone, de protéines tau qu'on peut retrouver à la fois maintenant jusque dans le sang. Bon, en réalité, si vous voulez, on a avancé dans la compréhension de la maladie, mais on n'a pas avancé dans comment freiner la maladie, et c'est ça qui me paraît l'essentiel, alors qu'il y a des possibilités, et comment stopper la maladie. Bon, la freiner, la stopper, ce qui fait qu'aujourd'hui les gens se disent si je commence, je vais au bout, quoi. Ça veut dire je vais finir complètement gaga, je serai dans une EHPAD, on me soignera ou on ne me soignera pas. Attention à ce que je risque pas l'euthanasie, puisque c'est en train d'arriver, quoi. Vous voyez. Mais je pense que aux yeux du grand public, l'opinion publique, c'est une des maladies avec le cancer évidemment qui terrorise le plus. Mais bien sûr. Et c'est légitime. Mais c'est légitime, mais en même temps, je pense que, vous savez, dans les villages autrefois, il y avait toujours une personne qui était spéciale, qui était un peu gaga, une personne âgée. On disait, la mamie, elle est gâteuse, le papy, il est gâteux. Bon, on n'en faisait pas des drames. Il restait à la maison, il n'allait pas en EHPAD. Bon, et puis il finissait sa vie gentiment. Bon. Aujourd'hui, on a médicalisé beaucoup.
Alzheimer, c'est celui qui a trouvé la maladie, c'est à partir de 1 ou 2 cas. Pareil pour le Parkinson. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on en a partout dans les familles, quoi. C'est vrai. Vous voyez. Ouais. Alors c'est vrai que nous arrivons à un âge beaucoup plus avancé. Bon, avant, à mon âge, mes grands-parents, ils étaient au bord du départ, quoi. Vous voyez, sinon déjà partis. Bon, j'ai des parents qui sont partis 10 ans plus tard par rapport à mes grands-parents. Bon, c'est-à-dire vers les 85, 88. Et je pense que dans l'avenir, on va avoir des gens qui vont partir à 95, 100. Bon, l'important, c'est d'être en forme à 95 et à 100 ans. Clairement. Et Ouais. moi, j'ai un maître complet qui s'appelle Edgar Morin, comme je vous l'ai dit, Ouais. et qui, lui, il a 101 ans. Et, mon Dieu, si je peux être comme lui à cet âge-là, ça sera le bonheur. J'espère Et, qu'un jour et ma femme avec. Hein. il viendra avec vous sur ce plateau pour qu'on puisse, Voilà, pour qu'on puisse voilà. en discuter. La tranche d'âge, professeur, parce que ça aussi c'est important quand on parle d'Alzheimer ou de Parkinson. J'ai un cas personnel Oui. d'une personne qui a été diagnostiquée Alzheimer à 50 ans. Oui, c'est possible. C'est possible. Même Alors, plus tôt. Oui, même un peu plus tôt, ça peut exister, disons autour de la cinquantaine. On pense qu'il peut y avoir un élément génétique. Il y a eu des familles, incontestablement, où il y a eu des Alzheimer un peu dans toutes les générations et chez des gens jeunes. Donc, ce qui fait que ces familles intéressent beaucoup la recherche parce que quel est le gène qui est en cause? Qu'est-ce que c'est qui fait que les télomères, c'est-à-dire l'allongement des chromosomes, se raccourcissent, alors que du gène, hein, l'allongement du gène se raccourcit, alors que chez les personnes âgées, si on recherchait les gènes chez un centenaire, on verrait que c'est plutôt allongé. Bon, donc là, il y a de la recherche qui est faite, mais pour l'instant, nous n'avons pas appris grand-chose de ces familles, sauf qu'elles existent. Sauf qu'il y a probablement des gènes. Mais quand on prend une personne de 65 ans, 70 ans qui développe un Alzheimer, on ne trouve pas grand-chose. On ne trouve pas grand-chose. Donc le problème, c'est comment prévenir. Mais vous remarquerez que jamais vous entendrez parler du mot prévenir l'Alzheimer. Prévenir l'Alzheimer. Et si moi je dis prévenir l'Alzheimer, je vais me faire descendre par tous les neurologues. Donc je ne vais pas dire prévenir. Je vais dire freiner. Diagnostiquer tôt. Mais attention au diagnostic tôt. Parce que si vous donnez un diagnostic tôt en disant à partir de 65 ans, vous risquez l'Alzheimer, vous foutez la trouille à tout le monde. C'est sûr. Puisque la retraite va être à cet âge-là, grosso modo, 60, 65 ans. Bon. Donc, les gens qui n'ont pas préparé leur temps post-travail, si vous voulez, attention. Ils se mettent en danger. Parce que vous avez la dépression du postpartum, alors qui n'est pas le postpartum au sens j'ai donné la vie comme la maman qui fait une dépression, mais c'est la dépression du post-travail. Vous voyez? Ça y est, tout d'un coup, vous aviez des responsabilités, tout le monde vous saluait, vous étiez le chef de ci, le chef de ça, tout d'un coup, vous êtes le chef de que dalle. Ouais, absolument. Bon, et un chef de service dans le domaine de la chirurgie qui tout d'un coup arrête son bistouri. Avant, il avait les malades qui étaient là, qui le sanctifiaient. Il l'encensait. Oui, qui l'encensaient excessivement. Et tout d'un coup, plus rien, walou. Ouais, Bon, ouais. donc à ce moment-là, il y a un trou. C'est un trou d'air. Et ce trou d'air fait que vous risquez de rentrer dans un état dépressif. Attention. Et c'est là que vous allez démarrer des symptômes que l'on peut retrouver dans l'Alzheimer, en particulier la déprime. Vous avez parlé des télomères tout à l'heure. Oui. Elizabeth Blackburn, qui connue. fait partie évidemment des prix Nobel de Tout médecine, tout à fait. parle des télomères Oui. et notamment de l'impact de la méditation sur les télomères. Exactement. Et ça, c'est très intéressant parce que si effectivement le problème est Alzheimer et les télomères ont un rapport, Oui. est-ce que la méditation pourrait être une des solutions? Mais oui, parce que la méditation, elle va vous permettre d'éviter l'état dépressif. Parce que le gros danger, c'est cet état dépressif qui fait que nous allons le voir, vous allez manger de moins en moins bien, de plus en plus mal, vous n'allez pas boire correctement, vous allez être dans un état, au lieu d'aller au cinéma, au lieu d'aller au restaurant, au lieu d'aller voir vos amis, vous allez vous enfermer sur vous-même et vous allez vous enfermer votre cerveau que vous allez complètement abîmer. Ce qu'a fait Elizabeth Blackburn, j'ai pu discuter avec elle lorsqu'elle est venue il n'y a pas très longtemps à Paris d'ailleurs, avec une de ses collaboratrices, c'est un travail qu'elle a fait chez l'animal. Bon. Elle a eu le Nobel sur ce travail-là. Mais la démonstration qu'elle a faite chez les souris, chez les rats, etc., chez les petits animaux, n'est pas une démonstration que l'on peut totalement appliquer à l'humain. Parce qu'on ne peut pas vous faire une biopsie cérébrale alors que vous êtes en pleine vie pour aller voir comment ça... Ou une biopsie à un autre endroit de votre corps. Peut-être que cela viendra. Ce qui est certain quand même, c'est qu'il y a un élément entre la génétique et l'état psychologique d'une personne, l'état de santé, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Et l'épigénétique,
c'est la modification de la génétique par une influence extérieure qui peut être ce que je respire, ce que je mange, mon état psychique et la méditation. Parce que la méditation, c'est un état psychique. Je rentre dans une méditation, alors on dit de pleine conscience. Je trouve que l'expression peut être la meilleure, elle n'est pas de moi, elle est d'un de mes enfants qui m'a dit, papa, c'est la méditation de pleine confiance. Confiance en soi, confiance en l'autre. Vous voyez? Alors, de pleine conscience, ça veut dire quoi? C'est très vaste, la confiance. La conscience. Par contre, la confiance, j'ai confiance en moi, j'ai confiance dans l'autre, j'ai confiance dans mon conjoint, dans mon ami, dans mes enfants. Vous voyez? Ça, je trouve ça assez fabuleux. Est-ce que ça veut dire qu'à partir du moment où vous preniez l'anecdote de « je trouve plus mes clés, je ne sais plus exactement à quel endroit j'ai mis ceci », est-ce que, à quel moment il faut prendre conscience qu'il peut y avoir effectivement quelque chose de l'ordre d'un début d'Alzheimer? C'est quand vous commencez à perdre la mémoire courte. Ça veut dire, je vous ai vu en ce moment, je sors dans un quart d'heure, je ne sais plus que je vous ai vu. J'étais avec qui? Ah oui, j'étais dans un studio. C'est là qu'il faut faire travailler son cerveau. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter. Où est-ce que j'ai mis mes clés de la maison ou les clés de la voiture hier soir? Je dois refaire le trajet de quand je suis arrivé et où j'ai déposé mes clés, et là je vais retrouver. Mais si je commence à m'inquiéter parce que je ne sais pas où j'ai mis mes clés et je ne vais pas y arriver, là, je rentre dans un état qui n'est pas bon. Donc, il faut que je fasse travailler mon cerveau. C'est toujours la même chose. C'est comme un enfant qui est allé à l'école. Il rentre de l'école, vous devez dire, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Papa, j'ai appris, je ne sais pas. Oui, c'est vrai. Tu n'as rien appris? Comment tu n'as rien appris? Si tu n'as rien appris, tu ne vas pas te coucher, mon petit. Voilà. Mais c'est vrai que lorsque on va chez un médecin et puis que ce diagnostic arrive, on a l'impression que le monde s'écroule et que la déchéance va arriver dans les 15 jours. Ça, c'est l'étiquette. Ouais. On vous met une étiquette. C'est pareil en psychiatrie, on va vous mettre l'étiquette, monsieur, vous êtes bipolaire. On est tous bipolaires, parce que quand il fait soleil, on va bien, et quand il pleut, que c'est humide, c'est pas sympa. Bon, on vous met une étiquette. Et si on commence à vous mettre l'étiquette Alzheimer, bon, le conjoint qui a dans sa tête, mon conjoint démarre un Alzheimer, il connaît toute la suite. Vous allez sur Internet, vous pianotez, vous avez des gens qui pleurent, des gens ci, des gens ça. Donc, moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on donne des étiquettes comme ça. On peut donner l'étiquette « Monsieur, Madame, vous avez un cancer du sein, de la prostate ou d'ailleurs, et je vais vous soigner, on va vous sortir de là. » Mais aujourd'hui, vous avez un Alzheimer, on ne va pas vous sortir de là. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Eh bien, moi, je dis, si vous démarrez un Alzheimer, on va s'occuper de vous. Mais on ne va pas vous faire que des choses que vous allez faire avec une psychologue qui est là pour vous foutre la trouille en plus. Non, on va vous dire, qu'est-ce qui vous intéresse, monsieur? Réponse, j'ai été passionné par De Gaulle, j'ai été passionné par Napoléon III. Ok, achetez toutes les BD sur Napoléon III, elles existent, achetez ceux qui vous passionnent dans le secteur qui vous a passionné dans votre vie. Ce qui vous intéresse, c'est la physique. Quelle physique? Alors, il y a la physique ceci, la physique quantique. Bon, passionnez-vous. Ah non, mais ça ne m'intéresse plus, j'en ai fait pendant 30 ans. Ok, mais qu'est-ce qui vous intéresse? Il n'y a rien qui vous intéresse, monsieur? Vos petits-enfants ne vous intéressent pas? Les fables de La Fontaine, ça vous dit quelque chose? Enfin, j'en sais rien. Trouvez un centre d'intérêt passionnant qui suscite évidemment un travail. Et moi, pour mon centre d'intérêt, c'est l'humain. L'humain masculin, féminin, neutre, tout ce que vous voulez. Voilà. Alors, on va voir les questions qui ont été posées, évidemment, sur ce sujet, les questions extrêmement nombreuses. Avant de vous donner la première question, professeur, on a eu l'occasion de discuter un petit peu hors antenne tout à l'heure, sur la pédagogie des médecins et de vos confrères, sur la manière dont on doit annoncer les choses, dont on doit accompagner les patients, et notamment sur une thématique comme Alzheimer et Parkinson. Est-ce que on permet à ces médecins de bien approcher le patient et de bien lui parler, en tout cas de trouver les mots nécessaires pour essayer de le réconforter? Vous savez, on peut dire que c'est fonction de chaque personne, de chaque médecin. Une personnalité, oui, bien sûr. Il y a un problème d'empathie. Il y a un problème de se mettre à la place du patient, de se mettre à la place de la famille. Bon, il y a le problème le type est débordé, il y a encore 30 malades qui attendent dans la salle d'attente. Bon, tout ça, ça peut se comprendre. Mais vous savez, quand souvent on m'appelle au téléphone ou quand je vois un patient, « Excusez-moi, docteur, mais vous avez combien de temps ?» Je réponds, « J'ai l'éternité devant moi. » Et quand vous dites ça à un patient, ça peut être un élément qu'un autre collègue peut reprendre, il n'y a pas de droit d'auteur. Quand vous dites ça à un patient, vous l'apaisez. Il vous a dit qu'il avait le temps. Et plus vous lui laissez du temps,
comme ça, plus ça va se passer bien. Parce que vous ne le stressez pas. Parce qu'on s'est rendu compte que quand vous avez un patient qui vient voir un médecin, la blouse blanche, le stress, en plus il y a le cancer derrière, moi je suis cancérologue, la tension elle monte. Vous avez la dame qui devient toute rouge, vous avez le monsieur qui devient tout pâle. Hein, par exemple, vous avez un cancer du sein au stade 0. Si vous dites, madame, vous avez un cancer du sein au stade 0, elle entend cancer du sein, stade 0, elle ne sait pas ce que c'est. Si vous lui dites, madame, écoutez, c'est formidable, vous arrivez au bon moment parce que vous avez quelque chose qui est à la frontière entre la France et l'Allemagne. Eh oui. Vous avez un pied en France, un pied en Allemagne, vous avez un début de petites lésions avec des cellules qui ne sont pas sympathiques, vous n'avez pas encore des cancers. Des cellules qui ne sont pas sympathiques, mais vous savez, on va faire un petit acte chirurgical, faire un petit dodo tranquille, vous resterez une petite journée à l'hôpital et on enlève tout ça et le cancer, basta. Et vous avez mis le cancer, voyez, dans l'expression à la fin. Alors docteur, j'ai un cancer. Madame, je vous ai dit, vous êtes à la frontière, stade 0. Il y a le 1, le 2, le 3, le 4. Et le 4, c'est avant de partir vers le bois de sapin. Vous voyez, bon. Donc, et il faut y mettre de l'humour. L'humour est cousin germain de l'amour. Et donc, quand on va vous dire, monsieur, vous attaquez un Alzheimer, moi, je lui casse la gueule à celui-là. Vous comprenez? Je suis un peu excessif quand bien je sûr, dis ça. non, mais vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Non, il faut pas, parce que je peux avoir des journées, je suis fatigué, quoi. À mon âge, c'est normal, je suis fatigué, il fait mauvais temps, tout ça. J'ai pas la tête, j'ai eu une mauvaise nouvelle d'un de mes petits enfants, on ne sait pas ce qu'il a, etc. Ça me travaille, vous voyez. Voilà, faut être attentif à l'état de l'autre. Est-ce que ça veut dire que la formation, la pédagogie, l'empathie des médecins n'est pas C'est très enseignée? variable. Vous avez des patrons, moi j'ai eu des patrons fabuleux et j'ai eu des patrons des vrais connards. Vous voyez? Bon, j'ai retenu les deux. Donc le vrai connard, vous n'allez pas l'imiter. Ouais, bien sûr. C'est celui qui sûr. dit « Monsieur, mettez-vous à poil ». Vous voyez? Ou Madame, déshabillez-vous, et puis le mec, c'est il ça. veut l'avoir à poil et on Ouais, sent bien qu'il est là pour mater, quoi. Si vous voyez, bon, là, vous vous dites, ce mec, ça va pas, quoi. Donc, vous n'allez pas l'imiter. Mais au moins, vous avez appris une leçon. Et puis, vous avez le gars qui est extrêmement empathique, qui va doucement, qui explique les choses avec délicatesse. Vous dites, ah, ce gars-là, si quelqu'un de ma famille est malade, c'est à lui que je vais le confier. Vous comprenez? Bon, vous avez tout là-dedans. Et c'est vrai que le métier que nous avons, que ce soit la cancérologie, la cardiologie ou n'importe quoi, c'est un métier prodigieux. Moi, je suis inquiet de voir que vous avez des jeunes qui pouvaient avoir une véritable vocation médicale et qui vont partir faire du commerce. Bon, je ne suis pas contre le commerce, vous voyez. Ouais. Voilà. Avant de prendre la première question, j'ai la première question qui a été posée évidemment via le mail qu'on a donné tout à l'heure. On parlait justement d'Alzheimer précoce. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est assez récurrent? Est-ce qu'on a l'habitude de voir de plus en plus de jeunes avec ce diagnostic d'Alzheimer? Non, je ne crois pas. Est-ce qu'il y a des facteurs qui, aujourd'hui, dans notre société, favorisent Alzheimer? Alors, dans ces Alzheimer familiaux, entre guillemets, dans lesquels il y a certainement de la génétique, on n'a rien à proposer, si vous voulez, sauf que c'est un diagnostic qui est précoce et ça va tourner mal. C'est quelqu'un qui va l'avoir à 48, 50 ans et à 60 ans, il n'est plus là, quoi. Vous voyez, bon. Donc là, on est dans une situation catastrophique. Bon. Alors évidemment qu'il faut le présenter avec beaucoup de nuances, avec beaucoup de délicatesse, même dire « mais non monsieur, vous pensez avoir un Alzheimer, vous n'en avez pas ». Parce que si vous le lui dites, vous lui mettez l'étiquette et ça y est, il va taper sur Internet et sa famille, etc. Et tout le monde va le regarder croisant les mains en disant « ça y est, bon c'est la catastrophe ». Et on va s'appeler dans la famille en disant « tu sais, il a 48 ans, il démarre un Alzheimer ». Vous voyez, bon, et tout le monde a la trouille, quoi. Bon, non, moi je ne suis pas pour ça, je suis plutôt pour celui qui aurait ce diagnostic qui a été posé, je ne lui dirai pas, vous ne l'avez pas, mais je lui dis attention, maintenant je vais m'occuper de votre cerveau, je vais m'occuper de vos muscles, je vais m'occuper. Au-delà de, professeur, au-delà de l'aspect génétique, est-ce qu'il y a des facteurs environnementaux? Est-ce qu'il y a dans notre société des choses qui favorisent Alzheimer? Mais bien sûr, la pollution. Le gars qui fume ses 3 paquets par jour, qui fume ses 2 paquets par jour, peu importe. Une dame qui en fume 1, c'est comme si un homme en fume 2, puisque la capacité respiratoire d'une femme, c'est comme ça, elle est grosso modo plus faible que celle de l'homme. Bon, donc le tabac est une catastrophe. Et vous avez vu que les tabos, les gens qui sont les spécialistes du tabac, qui vendent du tabac tant qu'ils en peuvent, sont en train de se transformer et ils cherchent à être favorables à la santé. Tiens,
C'est curieux ça. Mais c'est très bien, parce que ça veut dire qu'ils ont pris conscience qu'ils ont tué des millions de gens, qu'ils en ont tué en Occident, et maintenant ils ont balancé la cigarette en Afrique. Attention, parce qu'il s'agit de vendre, il s'agit de rentrer du pognon, il s'agit de payer tout le staff, etc. Donc il y a une prise de conscience incontestable, donc déjà le tabac. Ensuite la pollution, mais là vous n'y pouvez rien. Sauf que la pollution parisienne, montpelliéraine, lyonnaise, tout ça, si vous voulez éliminer la pollution, il faut savoir où elle va dans votre corps. Votre corps reçoit la pollution dans son tissu gras. Car tous les pesticides, insecticides et fongicides et compagnie sont lipophiles. Ça veut dire qu'ils aiment le gras. Alors où est le gras dans mon corps? Mon cerveau. Si je passe mon cerveau à la moulinette, j'en sors de l'huile. C'est de l'huile de cerveau de M. Einstein. Sauf que je ne suis pas M. Einstein. Bon. Mais en dehors du système gras de notre cerveau, vous avez du gras sous la peau. Eh oui. Vous avez du gras dans notre corps. Et ce gras est un stockeur de ces produits de l'environnement toxique. Comment je vais faire pour les éliminer? C'est pas compliqué. Vous allez faire du sport, une bonne activité physique, vous allez transpirer. Et quand nous transpirons, on ne sent pas bon. Quand le gosse transpire, quand la femme transpire, quand le monsieur transpire, on ne sent pas bon. Pourquoi? Parce qu'on élimine des saloperies. Et je me souviens que quand nous étions gosses, on allait faire de la gymnastique, on allait courir, etc. On sentait une saine transpiration. On avait, quand on était gosse, attention, donc quand j'avais 15 ans, une saine transpiration de sportif qui était saine. Aujourd'hui, nous avons une transpiration qui n'est pas saine au niveau de l'odeur, parce que nous éliminons des produits toxiques. Mais c'est déjà pas mal si je les élimine. Clairement. Donc je sais, alors vous me direz que si vous allez à la piscine, comment vous faites? Ben, vous allez faire monter le niveau de la piscine? Non, quand même pas. Mais vous allez quand même les éliminer, mais vous allez polluer la piscine. Ouais. Vous comprenez? Tabac, génétique, pollution. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Alimentation. Alimentation. Ah, si vous mangez des aliments qui sont pour les veaux, c'est sûr que vous risquez d'avoir un cerveau de veau, quoi. Vous comprenez? Alors attention, il faut faire attention là à ce que l'on dit, parce que le cerveau de veau, c'est vrai qu'un veau, quand il naît, il va prendre le lait de sa maman qui contient des facteurs de croissance, pas pour son cerveau. Parce qu'un an plus tard, ce veau, il pèse 365 kilos de plus qu'à sa naissance. Il se prend 1 kilo par jour. Mais excusez-moi, il est aussi con un an plus quand il est né. Bon. Par contre, il a des facteurs de croissance pour sa croissance musculaire, ostéo-articulaire, pour son foie, ses reins, etc. Bon. Par contre, le petit humain, lui, il a le lait de sa maman, qui comprend des facteurs de croissance qui sont destinés à son cerveau. Et quand un petit est potelé, vous savez, quand un bébé, qu'il est beau, ton petit, il est potelé, il est tout rose, etc., le petit gras qu'il a sous la peau, c'est un gras excellent pour donner l'énergie à la multiplication de ses neurones, pour qu'ils reconnaissent papa, maman, la grand-mère et compagnie. Vous comprenez? Ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, figurez-vous qu'il m'est arrivé de, entre guillemets, travailler. Vous voyez qui c'est? Pierre Fabre. Il est plus de ce monde, mais c'est un type génial. Grand monsieur de Sud-Ouest. Voilà, Sud-Ouest, Castres, rugby, mais surtout... Et les laboratoires de son gros laboratoire bien Fabre. Un jour, je vois Pierre Fabre, je lui dis, Monsieur Fabre, il y a une solution pour les Alzheimer. Je dis laquelle? Vous savez que dans le lait de la maman pour le petit, il y a des facteurs de croissance pour le cerveau du bébé. Il y en a 7, on les appelle les facteurs neurotrophiques. Vous savez, ce qu'il faudrait, c'est que votre labo, vous avez du pognon. Vous isolez ces facteurs neurotrophiques, ça va vous demander 1 an, 2 ans, 3 ans, il faut des sous, vous en avez. Et ensuite, ces facteurs neurotrophiques, peut-être par la biochimie, qui est très brillante aujourd'hui, vous arriverez à les synthétiser et vous donnerez des facteurs de croissance à partir de 65 ans à tous ceux qui risquent un Alzheimer. Ah, il me dit, mais c'est formidable. Alors, on fait une réunion avec son staff de recherche. Écoutez, on avait fait un très bon repas. Mais dans ce très bon repas, il y avait évidemment du bon rouge, il y avait du bon blanc, il y avait vous voyez, c'était très, très bon. Ensuite, on fait une réunion avec son staff. Il y en avait un qui était complètement éveillé, c'était Pierre Fabre. Et un autre, c'était moi. Parce que j'avais des choses à présenter sur mon diaporama. Et son staff, il faisait dodo, quoi. Ils étaient en sieste. Bon. Alors, comme c'était un peu la fin de vie de ce Pierre Fabre, ça n'a pas fonctionné. Il n'a pas donné l'impulsion. Non, pour parce que qu'il fallait peut-être il fallait y mettre 1 million, 2 millions pour la recherche. Je ne sais pas. Ça, c'est pas moi à faire un business plan. Mais qui d'autre aurait pu le faire? Un gros labo. Mais peut-être qu'il y a un gros labo qui nous écoute. Imaginons que Pfizer nous écoute. Il a gagné beaucoup de pognon avec le Viagra. Peut-être qu'il va trouver le système pour éviter l'Alzheimer. C'est là que se situe la solution. Elle est d'où? Elle est dans la nutrition. C'est là qu'est la clé. Elle est dans la neuronutrition. Or, la nutrition d'aujourd'hui n'est pas bonne. Je parle de la nutrition que nous recevons par les supermarchés,
influencés que nous sommes par des publicités. Vous comprenez? Il y a des publicités, je suis à fond pour la pub. Mais moi, je voudrais des pubs qui soient utiles à la santé des gens. Alors, on sait que vous êtes résolument positif. Puisque cette malbouffe est quand même omniprésente dans notre société, est-ce que ça veut dire que notre génération, la génération de nos enfants et de nos petits-enfants, doivent s'inquiéter sur Alzheimer? Il ne faut pas les inquiéter, mais il faut leur dire, mon petit, tu ne manges pas assez de fruits. Dans les fruits, tu as des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments. Vous lui expliquez à quoi ça sert pour son cerveau. Et le gosse, il capte tout. Papa, tu ne manges pas assez de fruits, tu manges chaque fois. Au dessert, tu prends un dessert lacté. Bon, papa, tu auras un cerveau de veau. Si le petit vous dit ça, il va vous faire réfléchir. Si en plus le petit vous dit, mais papa, le lait de la vache, il est pour le veau. Ben oui, mon fils. Et pourquoi tu en prends? Et comment ça se fait qu'avec toutes tes dents et tu es adulte, tu bois du lait? Mais le lait, c'est quand je suis bébé, que j'ai pas de dents, je prends le lait de maman. Voilà. Bon, donc, si vous voulez, je pense qu'il ne faut pas inquiéter les enfants, mais il faut les former. Et je peux vous dire qu'avec nos enfants et petits-enfants, ça marche du feu de Dieu. Ils ne sont pas plus intelligents que les autres. Mais ils ont des grands-parents ou des parents qui leur expliquent. Oui, sauf qu'à l'échelle nationale, internationale, mondiale, on n'est pas du tout dans cette écoutez, optique-là. la télé, elle peut être excellente. La preuve, ce que vous faites ici. Ouais. Ce que j'avais proposé à l'époque, lorsque j'étais à la manette d'un mouvement familial, c'est que sur les chaînes de télévision, il y ait 2-3 fois par semaine, une minute, avec deux clowns, qui auraient fait de la prévention. C'est-à-dire, un clown, ça fait rigoler. Ah, un clown au sens propre. Un clown au sens propre. Pas de clown comme vous. Non, de clowns, des vrais clowns. Et j'en ai testé. Okay. J'aurais dit, voilà, vous allez me faire un petit truc, je vous donne 60 secondes. En 60 secondes, sans parole, avec le mime, en mimant. Je ne sais pas si vous avez connu le mime Marceau. Il m'est arrivé de le voir dans un spectacle. C'est prodigieux. Pas un mot. Et vous compreniez ce qu'il vous dit. Et le message passe. Bon, le message passe. Alors, si vous mettez 60 secondes sur une télé avec un clown ou deux clowns, un masculin, un féminin, pour faire l'équilibre, n'est-ce pas? Et vous lui dites, voilà, j'aimerais que vous fassiez passer un message sur, par exemple, l'hygiène dentaire. Il faut se brosser les dents? Non, il faut se brosser les dents et les gencives. Ah, il faut expliquer les gencives. Sans un mot. Vous allez expliquer à un petit garçon qu'il a 2 testicules. Il le sait. Mais s'il n'y en a qu'un, il faut qu'il le dise à papa et maman ou qu'il le dise au docteur. Pourquoi? Parce que celui qui manque, ça peut devenir un cancer. Vous n'avez pas lui dire cancer. Vous allez lui dire, c'est rien, t'inquiète pas, debout, tu vas le chercher, tu vas en parler à papa. Bon. Je l'avais fait faire ça à 2 clowns. C'était génial, sans un mot. Bon, ça, quand je l'ai proposé, on m'a dit, mais ça coûte beaucoup de pognon. Pourquoi? Ben parce qu'une minute à la télé, ça coûte la peau des fesses, sauf chez vous. Sauf chez vous. Il faudra que moi, je pourrais vous les retrouver. Ces clowns, ils sont capables de vous faire ça. Mais je vous assure, c'est génial. Génial. Avec le nez rouge, c'est tout. On en revient toujours à la même chose, la pédagogie. Pédagogie. Et pédagogie ludique. Ludique. Voilà. Pas une pédagogie qui inquiète. C'est ça. Pas une pédagogie, ah oui, votre mère a eu un Alzheimer. Moi, ma mère a eu un Alzheimer. Mais je sais pourquoi. Elle a perdu mon papa. Mon papa, il était le chef, comme dans le patriarcat classique, si vous voulez. Et maman, elle a eu 10 enfants, une sainte mère extraordinaire qui s'est occupée de ses enfants d'une façon merveilleuse toute sa vie. Bon, mais quand elle a perdu mon père, elle a été paumée. Et nous ne pouvions pas être là sans arrêt à la maison, puisque chacun avait sa famille, ses enfants, etc. Donc, elle a été paumée et progressivement, elle a vécu 10 ans de plus, elle a glissé gentiment vers l'Alzheimer. Elle ne buvait plus. Elle prenait du lait parce qu'elle était habituée à prendre du lait sans arrêt. Elle ne comprenait pas quand on lui disait « il faut faire ci, il faut faire ça ». Elle disait « non, ce n'est pas mes habitudes ». Elle était ancrée dans ses propres habitudes. Donc les facteurs émotionnels, le facteur émotionnel est évidemment et donc, important. Vous perdez votre conjoint, voilà. Bon. 30 minutes pour expliquer, effectivement, on vient de le faire. Et je rappelle qu'il y a tout savoir pour éviter Alzheimer et Parkinson. C'est votre ouvrage, l'un de vos ouvrages, La voix rassurante. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est important. Alors vous savez, excusez-moi, mais j'ai une voix du Sud, moi. Et il y a des gens qui me disent, vous êtes pied noir? Ben, je dis oui, je ne suis pas pied noir, mais j'aime ma femme qui est pied noir. Et donc j'ai fait 2 ans de Maroc, elle a fait beaucoup d'Algérie. Et pourquoi s'excuser? Non, mais parce qu'il y a des gens, parfois quand je suis à Lille, je n'ai pas l'accent des ch'tis, vous voyez, j'ai l'accent du Sud. Et quand vous êtes en Corse, vous n'avez pas l'accent corse non plus. J'ai l'accent du soleil, voilà. Les questions donc que vous posez au professeur Henri Joyeux, c'est le principe évidemment de cette émission. Voici donc la première question qui vous est posée, avec Claudia qui est à Biarritz, qui vous remercie d'ailleurs pour cette émission, l'Instant Joyeux. Je voudrais connaître comment progresse la maladie et comment la stabiliser. Elle dit qu'elle est atteinte de cette maladie depuis 2016. Alors, si elle a écrit la question en 2022 ou 2023,
Elle va bien. Hein. Tout va bien. Elle va si bien. effectivement, Donc, elle est il faut la diagnostiquée rassurer. depuis 2016. Il faut lui dire, madame, on vous a peut-être donné le diagnostic, mais par le travail que vous faites, par la question que vous posez, par les réponses que je vous donne, je vous rassure. Par contre, je vais être obligé de vous demander quelle est votre taille, quel est votre poids. Parce que le poids en excès est inflammatoire. Il est inflammatoire pour tous les éléments de votre corps, que ce soit vos glandes mammaires, que ce soit votre cerveau, que ce soit vos articulations, vos muscles. Est-ce que vous marchez bien? Est-ce que vous sortez tous les jours? Est-ce que vous buvez? Est-ce que vous avez des urines qui sont claires? Vous voyez, je lui donnerai un certain nombre d'éléments. Elle va dire, oula, il faut que je fasse attention à ça. Oui, j'ai 3 kilos de trop. C'est que dalle. Ben non, j'ai 15 kilos de trop. Ah, madame, il faut se mettre au travail, là. Il faut se bouger, il faut s'activer, il faut sortir, il faut transpirer. Est-ce que vous prenez des tisanes de thym, de romarin? Est-ce que vous prenez un petit verre de bon rouge, un petit porto tous les jours, comme madame Jeanne Calment qui a vécu 118 ans, vous voyez? Bon, je lui donnerai des éléments qui fait que elle va retenir. Et puis s'il faut, je vais le lui écrire sous forme d'une ordonnance sympathique, vous voyez? Voilà. Donc, et je ne vais pas lui prescrire un antidépresseur. Parce qu'elle serait dépressive et que sa fille lui répond tous les jours, mais maman, tu oublies que je t'ai dit hier ceci, que je t'ai dit hier cela. Elle aggrave, la fille aggrave la mère. Vous voyez? Donc, il faut positiver. Et là, la seule question qu'elle pose comme cela, bon, madame, vous inquiétez pas, mais vous avez entendu ce que j'ai dit. Il faut boire davantage, il faut sortir, il faut peut-être aller au cinéma, aller voir un bon film. Voilà, n'allez pas voir un film d'horreur. Voilà, vous comprenez? En tout cas, il faut entretenir. Bien sûr. Il faut entretenir, il faut suivre ça. Tout à fait. Et vous avez donc ce... Et vous allez progresser dans le bon sens. Il y a beaucoup de questions qui doivent être posées. Et vous allez freiner. Vous allez freiner la maladie. Autre question qui a été posée, alors ça c'est une question en rapport avec ce que vous préconisiez tout à l'heure et notamment sur le fait de travailler, encore une fois, le côté cérébral. C'est Gabriel, il a 76 ans, il est à Paris, il dit pour avoir travaillé pendant près de 50 ans dans le domaine des mathématiques appliquées à la connaissance de la personne humaine, j'ai le sentiment que la programmation de systèmes d'information stimule la mémoire et lui permet ainsi d'éviter l'oubli typique des personnes victimes d'Alzheimer. Oui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, je pense que c'est très bien. C'est très très bien. Le monsieur est un spécialiste de la mathématique appliquée, etc. Bon, il aime ça, il en a fait toute sa vie. En plus, il va aller sur des systèmes informatiques de modernité. Excellent. Monsieur, vous risquez rien. Vous risquez rien. Il a 76 ans, donc il est un peu plus jeune que moi, Gabriel. Je le rassure complètement. Il est dans ses passions. Vous voyez? Voilà. Et moi, si vous me demandiez d'aller jouer aux échecs, je vais faire un Alzheimer. Parce que ça ne m'intéresse pas, c'est comme ça. Et je comprends celui qui est passionné par les échecs. Vous comprenez? Est-ce qu'il existe aujourd'hui des méthodologies, quand on est diagnostiqué Alzheimer, je ne sais pas, des cahiers pour travailler ou des choses comme ça? Ça existe ça? Oui, ça existe, je m'en méfie. Je ne dis pas que c'est mauvais. Il y en a auxquels ça va plaire. Vous voyez? Moi, par exemple, quand j'ai dû passer mon permis de conduire, parce que j'avais eu 0 point et qu'il a fallu les rattraper, je suis passé devant une jeune psychologue, qui aurait été ma petite fille ou ma fille, et elle me met devant moi un puzzle à reconstruire pour faire un cheval. Je dis, mais écoutez, moi, des puzzles, j'en fais jamais, moi. Qu'est-ce que vous m'emmerdez avec ce puzzle? Alors, j'ai mis du temps. Elle m'a mis 12. Alors que peut-être qu'il fallait avoir 18. J'ai cru qu'elle allait me couler. C'était ma petite fille qui me faisait faire un puzzle. Mais moi, j'en fais pas des puzzles. Les gosses, ils en font tout le temps. Vous comprenez? Moi, ça m'emmerdait son puzzle. Je préférais qu'elle me parle de choses qui m'intéressent. Ah oui, bien sûr. Bon. Donc, à ce moment-là, avec ce puzzle que j'arrivais pas à reconstruire, finalement, j'y suis arrivé. Elle m'a un peu aidé, quoi. Elle a dit, ce vieux, il est con. Donc, on va l'aider, quoi. Est-ce qu'elle savait qui vous étiez ou pas? Peu importe. Non, mais si, parce que c'est quand même incroyable de dire, non, professeur, non, mais vous voyez, ça serait drôle. Non, mais vous voyez, bon, le puzzle, ça ne m'intéressait pas, et pourtant, il fait partie du test, vous voyez? Voilà. C'est comme si vous posez des questions à quelqu'un qui est un matheux, vous lui dites 4 fois 16, paf, il vous sort le chiffre. Un autre qui est matheux et qui est là pour vous interroger, il dit 4 fois 16, 4 fois 16, 4 fois 16, vous ne trouvez pas, quoi. Bon, Ma mère me disait toujours, je risque pas d'avoir Alzheimer parce que je suis une fan de mots croisés. Mais c'est bien. C'est très bien. C'est très très bien. Voilà. C'est très bien. Moi, j'avais un oncle qui faisait deux oncles qui faisaient des mots croisés, mais le soir, il faisait que ça. On ne pouvait pas discuter. Ils avaient la cigarette au bec. Bon, mais l'un est parti à 99 ans et l'autre est parti, il avait plus de dents, c'est le jumeau de mon père beaucoup plus tôt, mais lui il fumait un paquet de plus que son frère, quoi. Donc il a payé la facture, il a fait un infarctus du myocarde et ça a mal tourné. Je me souviens quand je suis allé le voir, j'ai dit à mon oncle, écoute, demain on t'opère du cœur, on te remet un cœur tout neuf. Il me fait, oh, oh, oh.
Et malheureusement, il est mort sur table d'opération. Vous voyez? Je fais juste une petite parenthèse parce que dans la configuration du studio, je vais demander à Marin de nous faire un plan large sur la 4 parce que l'écran que voit le professeur Henri Joyeux est suffisamment loin et on m'a dit, mais c'est extraordinaire, il n'a pas besoin de lunettes. Non. Il voit très très bien l'écran qui est en face et il peut lire sans aucun problème. Vous avez un secret? Oui. Je prends du silicium. Alors le silicium, c'est un oligo-élément qui est très important sur la Terre et dans le corps humain. Ce n'est pas l'aluminium. L'aluminium, on n'en a pas besoin, sauf si on veut un Alzheimer. Là, je peux vous aider. Par contre, le silicium, il faut le prendre sous la forme de silicium organique. Ouais. Moi, je le prends sous forme de plante. Ça s'appelle le siliplante, tout simplement. C'est fabriqué par quelqu'un qui fait ça en Espagne d'une façon absolument remarquable. Et je prends à peu près 30 à 40 millilitres tous les jours au petit déjeuner. Le problème, c'est que là, je ne l'ai pas pris aujourd'hui, je ne l'ai pas pris hier parce que j'ai oublié. Bon, mais je me rattraperai, il n'y a pas de souci. J'en prends régulièrement et je pense que ça aide ma cornée. Je pense aussi que mon alimentation aide ma rétine. Savez-vous que les cellules de votre rétine, elles vivent 10 jours? Que tous les 10 jours, vous refaites votre rétine? Quand quelqu'un, on lui dit, je vois récemment une dame, j'étais en train d'aller acheter des œufs. Bon. Et alors la dame, elle sait que je suis toubib, et elle me dit, vous savez, docteur, hier on m'a fait un diagnostic catastrophique. Qu'est-ce que vous avez? On m'a dit que j'avais un début de DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge. Je dis, madame, vous avez quel âge? 62 ans. 62 ans, vous avez dit, il vous faut quitter l'ophtalmo là. Il vous faut quitter l'ophtalmo. Elle voit que j'avais des œufs que j'avais commandés. Elle me dit, pourquoi vous prenez tant d'œufs? Parce que vous êtes seul avec votre femme. Je dis, parce que tous les jours, j'en prends 2. Et vous en prenez? Oh, j'en prends 1 ou 2 par semaine. Mais madame, il faut en prendre tous les jours. Il faut en prendre 2. Il faut nourrir votre rétine. Et vous allez nourrir votre rétine, non seulement avec tout ce qu'il y a de vitamine A, de vitamine D, de vitamine E dans le jaune de l'œuf. Vous allez boire davantage parce que, passez-moi votre main, je prends sa main, elle avait une peau à 62 ans, elle était déshydratée. Cette femme, elle ne boit pas suffisamment. Donc je lui ai donné des conseils nutritionnels. Et je lui ai dit, changez d'ophtalmo. Changez d'ophtalmo. Mais vous y voyez pas bien là, combien de doigts là? Elle me dit, bon, moi je les vois très bien. Mais vous voyez, on l'a foutu la trouille. Voilà. Et on lui a pas dit que la rétine, elle le refaisait tous les 10 jours. Et ce silicium, on le trouve? Vous le trouvez sous forme de silicium organique chez une boîte qui s'appelle Silicium, je crois. Vous tapez Silicium, vous le trouvez. Ils sont à Tarragone, ils font du très bon travail. C'est votre secret. Voilà. Autre question pour cette thématique sur Alzheimer, Parkinson avec Catherine. Maladie, oh là là, des corps de Lévy. Ouais. Voilà, la maladie à corps de Lévy dont on parle et qui, avec Alzheimer, Parkinson, aurait des points communs. Oui, ils ont des points communs parce que c'est une maladie neurodégénérative. J'ai un ami qui est parti comme cela, c'était d'ailleurs un évêque français assez important, qui a perdu la tête, mais totalement de A à Z. Il ne savait plus du tout qui il était, il avait une maladie des corps de Lévy. Il faut dire qu'il s'était vraiment gavé, mais gavé de produits laitiers. Gavé. C'était petit déjeuner, repas du soir, repas de midi, il adorait le fromage, il adorait le yaya, il adorait tout ça. Encore une fois, je ne suis pas contre d'en prendre, mais si vous prenez un yaya, prenez-en 1 par jour et pas plus, ou même 1 par semaine, ça vous fera encore plus de bien. Vous voyez? Donc là, je pense qu'il y avait un excès. Et ce qui est certain, c'est que l'agroalimentaire, elle est très astucieuse. Vous savez qu'on teste les gens sur la qualité d'un produit nutritionnel. Donc on les teste et on dit, voilà, il y a 20 personnes de 12 ans, des jeunes, il y en a de 25 ans, il y en a de 40 ans, et puis ils notent, c'est bon, c'est pas bon, etc. Donc l'objectif, c'est de vendre. Je ne suis pas contre, encore une fois, mais donnez-nous des choses de qualité, quoi. Donc cette maladie... alors, maladie au corps de Lévy. Oui, alors c'est très très mauvais. C'est une maladie neurodégénérative qui est différente de l'Alzheimer, mais qui fait qu'on est dans un état de démence. C'est démence, ça veut dire que démence, on peut se mettre à pisser sur le tapis, on peut se mettre à casser la vitre sans rien comprendre à ce qu'on fait. C'est grave. Oui. Et on perd sa personnalité, si vous voulez. C'est ça. Elle dit d'ailleurs, il me prenait pour ma mère, il me prenait pour une méchante, une intruse qui le volait, il a été extrêmement violent, etc. Alors ce qui se passe dans cette maladie, c'est que vous avez des retours d'enfance. C'est-à-dire vos peurs d'enfance peuvent remonter. Et vous avez eu peur, alors vous allez dire que c'est votre enfant ou c'est votre fille, ces espèces de souvenirs négatifs qui ont été engrangés dans votre mémorisation, qui peuvent ressortir, qui peuvent donner l'impression que cette personne qui était douce, qui était gentille, devient méchante,
devient atroce. Et etc. quel rapport avec Alzheimer? Parce qu'il y a quand même des similitudes. Il y a des similitudes parce que c'est une dégénérescence des neurones dans des parties du cerveau qui sont au niveau du centre de notre cerveau, qui est le cerveau émotionnel. Bon, quand j'ai une émotion, il faut que je la gère, d'accord? Bon, et on va la gérer quand on va bien. Mais si je n'arrive pas à la gérer, je peux devenir méchant, ou bien je vais rigoler quand on m'apprend la mort de quelqu'un, quelque chose qui est atroce, vous voyez? Et je vais vous donner un exemple. J'ai connu ça au début de mes études de médecine. Il y avait des personnes, il y en a encore toujours, qui font ce qu'on appelle des maladies inflammatoires du tube digestif. Bon. Ils pleurent le sang, pas par là, mais par le tube digestif. Bien. Et donc, ce sont des gens, on le sait, qui sont extrêmement stressés. Il y a de quoi, parce que si tous les jours vous avez du sang dans vos matières, vous avez la trouille. En plus, vous êtes anémique, on vous fait des prises de sang, etc. Bon. Et ces gens-là, comme on savait qu'ils étaient perturbés sur le plan du stress, vous savez ce qu'on a fait dans les années 60? On est allé leur enlever les lobes frontaux. Nous avons ici lobes frontaux, lobes occipitaux, lobes temporaux, pariétaux, etc. Et on avait remarqué que des gens qui faisaient des tumeurs frontales, des tumeurs du cerveau dans la région frontale, ils avaient ce qu'on appelait un syndrome frontal. C'est-à-dire, on vous apprend une catastrophe, vous mettez à rigoler. Pas normal, quoi. Il y a un problème. Et on a relié ce syndrome frontal d'une espèce d'euphorie qui ne fonctionne pas naturellement, qui est anormale, à la tumeur frontale. Et quand on enlevait cette tumeur, la personne, évidemment, elle était mieux, il n'y avait pas de compression dans son cerveau de la tumeur, mais à ce moment-là, on s'est dit, après tout, ces gens qui sont très stressés, on va leur ouvrir la caisse, entre guillemets, le crâne, et on va leur aspirer une partie du cerveau qui était les lobes frontaux, une partie. Et après, on va voir qu'ils seront heureux, ils vont plus pleurer, ils vont... Vous voyez? On a fait... Mais c'est des conneries monumentales. Moi, j'ai connu ça, je l'ai vu de mes yeux, comme étudiant. Comme étudiant. Et aujourd'hui, maintenant, on dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais la médecine a fait des erreurs. Il faudrait qu'il y ait des thèses, soyez, sur les erreurs de la médecine, quoi. Alors, pour revenir à cette dame, Catherine, 52 ans, qui nous parle effectivement corps de Lévy. Du corps de Lévy, elle dit que son mari a également suivi un traitement. Excellent. Alors, attendez, elle ne le met pas, elle le met pas sur l'écran, mais excellent. Et Sinemet Aldol, oui. Aldol, c'est ça? Très bien. Et alors, elle dit que tout a disparu, enfin, une partie en tout cas de ses symptômes ont disparu comme par miracle. Oui, alors attention. Et elle se demande si éventuellement ça va s'améliorer, ça va aller en s'améliorant, ou si les choses peuvent sauf revenir. Que la maladie des corps de Lévy, le diagnostic, c'est post-mortem. Ça veut dire que je ne peux pas dire à une personne, vous faites une maladie des corps de Lévy. Par contre, je peux suspecter en tant que médecin que cette personne qui est arrivée à un état de démence complet en faisant n'importe quoi, il a peut-être une maladie des corps de Lévy. Mais les corps de Lévy, ça se voit au microscope. Ça veut dire qu'il faut une biopsie cérébrale. Donc ça veut dire que c'est au moment de ce qu'on appelle la nécropsie. Donc le diagnostic, il est post-mortem. Donc cette dame, il faut la rassurer. Il faut la rassurer, il ne faut pas lui dire, madame, il y a quelqu'un qui vous a dit une maladie, que peut-être votre mari avait une maladie du corps de Lévy, cassez-vous. Hein. N'allez plus le voir. Voilà. Alors, une question de Gisèle, 70 ans. Merci de nous donner la possibilité, évidemment, de vous poser des questions pour essayer de passer à côté d'Alzheimer. Première question, que peut-on faire? Très important, être positif dans votre psychologie. Et là, c'est très vaste. Deuxièmement, avoir une neuronutrition de qualité, boisson, augmenter le végétal par rapport aux produits animaux, un végétal de qualité plutôt bio ou de proximité. C'est le moment des oranges, des mandarines, des citrons. Régalez-vous, quand ça sera les pommes, les cerises, les fraises, etc. Régalez-vous. Gavez-vous de fruits. Gavez-vous de fruits. Et c'est là que, quand on vous sort des bêtises comme des régimes cétogènes pour supprimer les sucres parce que vous allez nourrir votre cancer, etc. Non, notre cerveau a besoin de sucre et du bon. Et le bon et le meilleur, c'est un enfant qui me l'a dit. Un enfant à l'école de 10 ans. Je lui dis, dis-moi petit, comment on appelle le sucre qui est dans les fruits? Et il me sort fructose. Le vrai mot, c'est fructose. Eh bien, je lui dis, toi, je te mets 20 sur 20. Ben oui. Et celui qui dit fructose, comme tous les docteurs, ben, je lui mettrai la moyenne. Voilà. C'est joliment dit. Fructose. Ben oui, oui. C'est le meilleur sucre, il est dans les fruits frais. Il n'est pas dans la compote.
Parce que la compote, c'est un fruit, à ce moment-là, comme le sucre Saint-Louis, quoi. Il faut le laisser à Saint-Louis, celui-là. Ou comme la pomme au four que vous ne Mais préconisez bien sûr, pas. la Voilà, pomme au c'est four, c'est le bien même sûr. principe. Donc Gisèle demande aussi sur l'aspect génétique. Quand il n'y a jamais eu de diagnostic génétique par rapport Dans à la famille. Alzheimer dans la famille, comment est-ce qu'on peut, entre guillemets, anticiper les choses, savoir les choses? Non, c'est-à-dire que, bon, je le vois dans ma propre famille, on pourrait dire, ma maman a fait un Alzheimer. Elle est partie à l'âge de 88 ans. Mon papa est parti à l'âge de 88 ans. Ils avaient 10 ans de différence, donc ça veut dire qu'elle a eu 10 ans toute seule. Dans ces 10 ans, comme je vous l'ai expliqué, ça s'est détérioré. Mm. Le moral n'était pas bon, elle était toute seule, etc., même si on passait la voir, etc. Bon, donc, je pourrais me dire moi-même, ou mes sœurs, j'ai 4 sœurs, nous craignons d'avoir un Alzheimer. Bien sûr. Parce que ma maman l'a fait, c'est-à-dire on se dit hérédité. Bien Est-ce qu'il n'y sûr. a pas une hérédité? Il faut se supprimer ça de la tête, parce que ça, si vous voulez, là, comme je vous l'ai dit, je peux expliquer le pourquoi ma maman a développé ça. Voilà. Bon, donc ça veut dire qu'il faut se préparer. Il faut se préparer quand on arrive à un âge comme le mien, comme je le dis à mon épouse. Il faut que tu te prépares à mon départ, comme moi je dois me préparer à ton départ, en sachant que comme je suis plus âgé que toi, c'est moi qui devrais partir le premier. Bon, ben voilà, on va pas en faire un drame. Ensuite, bon, comme je crois à l'éternité, je me dis que là-haut, ça sera sympa. Et voilà. Donc j'ai même, avec mon épouse, on a choisi la place au cimetière. Elle a préféré que ça soit au soleil et pas au soleil. Bon, ben voilà, tout va bien. Mais il faut le voir avec humour, vous voyez. Donc je crois que En tout cas, on faut ne se peut pas. méfier de l'hérédité. On ne peut pas, on peut pas Non. anticiper les choses, on ne peut pas Non. savoir, il n'y a pas de test Non, spécifique à sauf faire. si par contre, vous avez votre frère, vous avez 40 ans, Hmm. bon, et votre frère a 50 ans, et vous avez 2 autres frères et une sœur qui ont déparé un Alzheimer à l'âge de 50 ans et que vous en avez 40, alors là, il faut que vous fassiez attention. Hmm. Parce que là, on rentre dans une famille génétique. Mais c'est exceptionnel. Il y en a, je vous l'ai dit, il y en a. Hmm. Mais c'est très exceptionnel. Le problème, c'est que quand vous avez une exception, c'est un peu l'état actuel du monde, on vous fait une généralisation Eh oui. d'exception. C'est pas bon. En tout cas, lorsque on est face à cette problématique, évidemment, la meilleure des réactions, c'est d'entretenir, de Bien travailler et Faire de travailler son cerveau faire travailler et ses faire méninges. travailler ses articulations. À Ouais, la fois c'est les ça. articulations des neurones et les articulations du genou, des doigts. Si vous aimez le piano, allons-y pour le piano. Vous voyez? Quand je suis arrivé à l'âge de la retraite, puisque j'ai arrêté de bistourer à 69 ans, j'avais dit à ma femme, je vais me remettre au piano. Le problème, c'est que j'ai eu à l'époque, quand j'étais enfant, une professeure qui était complètement stupide. Elle m'a écœuré du piano. Hmm. Bon. Et pour me mettre au piano, ça serait trop de souvenirs négatifs. Et j'ai pas pu m'y mettre, donc je ne m'y suis pas mis, je continue dans ce que je fais, c'est tout. Et alors pour terminer, Gisèle, donc, qui a 70 ans, qui parlait de cette maladie, Alzheimer, parlait de la recherche, vous l'avez évoqué Oui. effectivement au début. Beaucoup d'argent dans la recherche, tant Alors, mieux. est-ce que c'est ça le fer de lance de la recherche, l'argent? Ah oui, il n'y a pas de problème. Un chercheur, ça coûte cher. Et ils sont extrêmement mal payés. Est-ce que ça veut dire qu'on ne trouve pas de solution par rapport à Alzheimer parce que nous n'avons pas mis les moyens financiers? Ça, alors là, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de... Je vais vous prendre un exemple. Le sida. Le sida est arrivé à peu près dans les années 82. Bon, donc ça fait 40 ans, un peu plus. On a cherché tout de suite le vaccin. Mm. On n'a toujours pas trouvé. Des milliards, pas des petits milliards, des billions de, vous savez, comme disent les Américains, des milliards ont été investis. On connaît bien, on est arrivé à le traiter, le sida. C'est-à-dire que quelqu'un qui est atteint par le sida va vivre autant que celui qui n'a pas le sida, mais il va devoir prendre des comprimés pour stimuler son immunité, etc. Donc on a fait des progrès considérables. Mais ce que l'on cherche, c'est le vaccin. C'est-à-dire, allez, une petite picouse, et puis le sida, je risque rien. On n'est toujours pas arrivé. Par contre, on l'a vu avec le Covid-19 et ce que disait Montagnier, et j'ai une confiance totale dans ce qu'il a dit parce que je le connais bien, c'est certain qu'il y a eu une manipulation d'un coronavirus qu'on a pu manipuler parce qu'ils sont capables par la génétique, par la biomoléculaire, d'organiser tout ça, de mettre des petits fragments d'éléments du virus HIV, Human Immunodeficiency Virus, virus de l'immunodéficience humaine, qu'on a mis dans le coronavirus dans le but excellent de faire un vaccin. Le problème, c'est que ce coronavirus, il s'est échappé, peu importe comment, et ça a fait beaucoup de bêtises. Mais alors, justement, pour ces histoires de moyens, d'argent nécessaires pour la recherche, est-ce que, sans rentrer dans des théories complotistes, est-ce qu'il y a une volonté de ne pas trouver? Non, ça, j'y crois pas. Il y a une volonté de trouver.
Je me méfie, ça c'est du complotisme de gens qui disent les gens préfèrent que le sida continue à exister, que la malaria continue à exister. Par contre, je vais vous donner un exemple à la malaria, c'est-à-dire le paludisme. Vous avez une femme qui a eu le prix Nobel, une chinoise. Très intéressant. Cette chinoise, elle reçoit un ordre du patron, l'empereur chinois, qui lui dit « Madame, vous êtes une biologiste, il faut que vous trouviez la clé du traitement du paludisme. » Bon, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire une enquête sur les zones paludéennes. Bien. Et elle va se rendre compte qu'il y a une partie de la Chine, je ne suis pas capable de vous dire à quel endroit, où les gens devraient avoir le palu, ils ne l'ont pas. Pas normal. Il y a tout ce qu'il faut pour avoir le palu, et là, il n'y a pas de palu. Bon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle observe les gens. Elle discute avec les familles, avec les enfants, avec les adultes, avec les vieux, avec tout ça. Bon, pas de palu, très peu. Bon, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit qu'ils sont tous en train de consommer une plante qui s'appelle l'artémisia. Artémisia, une plante. Alors, en décoction, en infusion, en tout ce que vous voulez, à mâchonner, bon. Et à ce moment-là, elle va démontrer que cette plante, elle est anti-paludéenne. Elle va avoir le Nobel. Plus personne n'en parle, plus personne ne la trouve, plus personne ne la voit sur un plateau de télévision. Pourquoi? C'est vrai. Parce que vous avez des labos qui cherchent le vaccin contre le palu, et vous avez des labos qui cherchent un traitement contre le palu. L'artémisia, moi j'en ai sur mon balcon. On vous dit que c'est plus ou moins interdit. Écoutez, je préfère avoir de l'artémisia sur mon balcon que d'avoir du hachis sur mon balcon parce que j'en ai besoin de l'artémisia. Je suis allé en Afrique, au Bénin, il faut donner des conférences. Et avant de partir, évidemment, on m'a dit attention, le palu, tu vas choper le palu. Donc je suis allé acheter les médicaments qui coûtent assez cher, ils ne sont pas pris en charge par la Sécu. Et puis tous les jours, il fallait prendre un comprimé pour ma femme et pour moi. Ma femme, elle n'a pas bien supporté le traitement. Et là-bas, on nous avait dit mais non, prenez de l'artémisia. Mais ne le dites pas. Là-bas, ils prennent tous de l'artémisia. Ils la prennent à l'école. À l'école, on donne un verre d'artémisia à tous les enfants, c'est-à-dire une décoction ou une infusion, si vous voulez, d'artémisia, comme nous, on donnait un verre de lait aux petits du temps de Jean Raffarin, qui était le papa de Jean-Pierre Raffarin, qui était sous Mendes France. Vous voyez? Bon, la clé, elle est là. Seulement, il y a des labos qui ne veulent pas. Alors là, où sont les complotistes? Ils sont des deux côtés. Ceux qui vont vous dire l'artémisia, c'est fabuleux, mais qui ne vous donnent pas les clés complètes pour diffuser cette artémisia, bien que, avec mon épouse, nous avons financé des puits dans la région du Bénin pour qu'il y ait des champs d'artémisia. Nous y sommes allés 2 fois et la deuxième fois, nous sommes allés voir si vraiment le pognon qu'on avait mis avait permis, vous savez, au bon endroit. Vous donnez 1000 euros et vous avez des puits on a vu des champs d'artémisia, je ne vous dis pas, extraordinaire. Bon, donc la prix Nobel, je reviens sur elle. Pourquoi on n'entend plus parler d'elle? Pourquoi on n'entend plus parler? Parce que le Nobel, c'est aussi, il y a des problèmes d'influence, de flics, de fric, de pognon. Il y a beaucoup de choses, vous comprenez? Un Nobel de la littérature, vous allez avoir le gars qui va avoir des livres qui vont se vendre. Mais quand c'est un type comme Albert Camus, chapeau, quoi. Là, vraiment, il méritait le Nobel. Puis il y en a d'autres, je ne sais pas, moi, s'il mérite le Nobel, je ne suis pas capable de le dire. En tout cas, c'est vrai qu'on peut aussi se poser la question, c'est de savoir si à un moment donné, on n'essaie pas de freiner un peu les choses pour que... Ça dépend un peu des intérêts, mais c'est sûr que si la recherche, on est sur l'Alzheimer, Alzheimer, Parkinson, maladie des corps de Lévy, il n'y a aucun problème. Non, là, je ne crois pas qu'il y ait du complotisme, c'est pas vrai. Il faut faire très attention à tout ça, quoi. Votre livre, Tout savoir pour éviter Alzheimer et Parkinson, évidemment, Henri Joyeux. Un mot sur Dominique Viallard? Alors, Dominique Viallard, malheureusement, je l'ai perdu. Il s'est tué dans un accident de moto aux Philippines, le 15 août, pas de cette année, de l'année d'avant, alors que je travaillais beaucoup avec lui. Il avait travaillé avec Montagnier. C'est lui qui m'avait permis d'avoir le contact direct. J'avais pu voir Montagnier puisqu'il avait fait des bouquins avec Montagnier. C'est un journaliste scientifique de haute qualité. Vous avez beaucoup de journalistes qui se disent scientifiques et qui sont de piètre qualité. Lui, c'était grande qualité. Je le regrette beaucoup. Il est mort tôt, à 52 ou 53 ans. Je vous dis, je l'avais au téléphone. On faisait un bouquin. Nous avons fait un bouquin ensemble sur le goût et l'odorat. Je l'ai au téléphone le soir, parce qu'il était aux Philippines avec des décalages horaires. Lui, c'était le matin et moi, j'étais le soir. Bon, et le lendemain matin, je me lève, j'ouvre l'ordinateur, je vois qu'il est décédé. Je sais si soir, j'appelle sa famille en France, et il me dit, il s'est tué dans un accident de moto, dans la circulation à Manille, quoi. Catastrophe. En tout cas, il a coécrit un grand homme.
cet ouvrage grand homme. avec vous. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire. Évidemment, il y aurait des tas d'autres questions qu'on peut se poser sur Alzheimer. J'appelle le mail pour que vous puissiez poser vos questions au professeur Henri Joyeux, émission henrijoyeux@gmail.com. J'attends avec impatience l'émission que vous allez proposer sur les abeilles. Oui, bien Il y a sûr. beaucoup de choses à dire Elles aussi. seront même utiles, pollen, gelée royale, miel, pour notre cerveau. Et je vous expliquerai dans les pollens les bonnes choses qu'il y a dans vos pollens. On reviendra sur tout cela. Merci infiniment, professeur. Avec grand plaisir. Merci beaucoup d'être là sur ABC Talk et merci à vous pour vos commentaires, réactions et toutes les questions que vous pourrez poser pour les prochaines émissions. On se retrouve très vite. À bientôt.